à toutes et à tous et bienvenue dans Mots de Psy format hors-série. Dans ces hors-séries, je laisse le micro à Ralph qui interroge des spécialistes du monde du travail, comme des coachs en entreprise, des experts en ressources humaines et des professionnels de la communication. C'est le moment de décoder le monde du travail ensemble. Alors préparez-vous à plonger au cœur des astuces et des conseils pratiques pour poser un autre regard sur le monde du travail et faire évoluer votre pratique professionnelle. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous dans cette édition hors série de Mots de Psy. Alors édition spéciale car aujourd'hui nous allons bien évidemment parler d'accompagnement, mais on va élargir son spectre au monde de l'entreprise et plus particulièrement sur la partie management. Pour cela, j'ai invité Marco Dalla Palma avec qui on va échanger une bonne vingtaine de minutes sur divers sujets autour du management et avec une attention particulière sur la thématique de la confiance. Bonjour Marco. Bonjour Ralph et merci de m'inviter sur ce podcast, je suis ravi. Écoute, bienvenue dans ce podcast et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Bon, Marco, pour débuter ce podcast-là, est-ce que tu pourrais très brièvement te présenter ainsi que ton parcours pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas ou en tout cas pas encore? Alors moi j'ai 38 ans et mon métier, donc j'accompagne les entreprises sur le volet accompagnement managérial. Que ce soit par le biais de formation en management, de coaching de managers et de dirigeants et de conférenciers sur la thématique du management par la confiance. Et je suis à mon compte depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et avant ça, j'avais eu un parcours d'à peu près 13 ans dans les RH en entreprise. Là, j'ai commencé chargé de recrutement, puis après j'ai été responsable du recrutement dans un grand hôpital où j'ai recruté plusieurs milliers de personnes en 5 ans. Ensuite, j'ai découvert le secteur privé, responsable RH de région, puis des RH d'entreprise de 400 personnes. Et en 2017, je l'ai découvert, le management par la confiance. Parce qu'en fait, j'avais repris mes études, j'avais fait un MBA à Paris Dauphine, et j'ai fait justement mon mémoire d'expertise sur ce sujet-là. Et tu vois bien avec la pandémie, le Covid, notre monde qui est hyper volatile, les changements permanents. Il y a 2 ans, j'ai eu une révélation de me dire, mais le management par la confiance, à mon sens, c'est vraiment la réponse entre les besoins de performance des entreprises d'un côté et les attentes des collaborateurs de l'autre. Et c'est là où j'ai un petit peu décidé d'avoir une posture un peu plus externe. Donc, je me suis formé au coaching professionnel, je me suis certifié à la méthode DISC, j'ai également une casquette de coach d'accompagnement collectif et ces fameuses conférences pour entre guillemets propager cette bonne parole et les convictions que la confiance c'est un élément qui est central en entreprise. Et on s'est rencontrés, nous, via LinkedIn, parce que mon autre activité, j'ai à cœur de beaucoup partager ces convictions sur LinkedIn, où je fais régulièrement des posts sur tous ces sujets-là. Très bien, merci Marco pour ce récap. En tout cas, je remarque que tout au long de ta carrière, tes précédents postes, on va dire l'aspect relationnel est quand même très prégnant dans tes précédents métiers et celui que tu fais actuellement. Absolument, et contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce que les auditeurs pourraient penser, on ne va pas en ressources humaines si on n'a pas cette fibre relationnelle et humaine. Et en tout cas, moi, ça a toujours été le fil directeur de ma carrière de me dire j'ai envie de faire grandir et d'accompagner les gens. Et je te l'ai pas dit, mais mon premier métier avant d'être RH, tu verras, il n'y a pas de hasard, j'étais coach sportif. D'accord. Pour des sportifs de haut niveau. Et j'adore effectivement, accompagner, faire grandir, développer et gagner en performance et en bien-être. C'est vraiment le fil directeur. Ouais, là on est en plein dedans. Super Marco. D'ailleurs, tu as parlé du management par la confiance, donc à quel point c'est important. Justement, ma première question, elle est très simple pour toi Marco, c'est pourquoi tu as choisi cette thématique de la confiance? En quoi c'est important la confiance dans l'entreprise ou dans le management de manière plus générale? En fait, pour moi, vraiment une évidence, comme je te l'ai dit, que c'est la réponse aux enjeux RH actuels. J'en suis convaincu. Et il y a une phrase que j'adore. Plus le monde est incertain, plus la confiance est nécessaire. Et voilà, plus le monde est volatile, incertain, complexe, ambigu, plus on va avoir besoin de se resserrer autour de cette notion de confiance. Et aujourd'hui, c'est pour moi un vrai grand sujet d'actualité. Quand tu vois justement l'actualité économique, sociale, politique, que sais-je, on voit bien que quand la confiance n'est plus là et que la défiance s'installe, et du coup c'est tous les liens sociaux et tout ce qu'on a construit, toute notre identité qui va en pâtir. Donc pour moi c'est vraiment un sujet qui est hyper important dans notre contexte actuel. D'accord. Donc là, si je comprends bien, pour toi, la confiance, c'est un peu ce qui va lier les gens entre eux et les gens et l'entreprise aussi.
Ouais, je fais souvent cette métaphore du bâtiment. En fait, la confiance, elle est invisible, mais elle est essentielle. Et si on construisait une maison, très clairement, la confiance, ce serait le ciment. Je vois bien, oui. Et puis en plus, comme tu dis, c'est un peu invisible cet aspect de confiance, mais qui dit invisible ne dit pas forcément absent. Comme tu le dis très justement, effectivement, cette analogie que tu fais avec le bâtiment, en tout cas, c'est très parlant pour moi. J'espère que ça l'est aussi pour nos auditeurs. Très bien. Là, justement, Marco, pour parler de cette confiance, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'en fait, cet aspect, enfin, l'ambiance qui va régner, cette ambiance de confiance, cette atmosphère au sein de l'entreprise, elle commence par où? Où puisse-t-elle sa source, en fait, cette confiance? Ça démarre par quoi? Par qui? Quand ça démarre? Et où est-ce qu'elle trouve sa place? C'est-à-dire, est-ce que c'est une confiance en quoi? En qui? Est-ce que c'est juste réservé au management aussi, dans le relationnel? Ou c'est aussi à un autre niveau ou à une autre dimension de l'entreprise? Je pense justement à la mission de l'entreprise, à l'histoire de l'entreprise. Donc ma question est simple, où est-ce qu'elle commence cette confiance et où est-ce qu'elle se termine en fait? Je crois que où est-ce qu'elle commence? Je suis ravi de donner ma réponse dans ce podcast en soi-même. Forcément. Hmm. Ça me paraît une évidence. Il y a trois niveaux de confiance, on va dire, dans l'entreprise. Le premier, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que tu ne peux pas inspirer confiance, développer la confiance si tu n'as pas entamé ce travail de confiance par rapport à toi-même, de développement personnel, de réussir à mieux te connaître, ton fonctionnement, tes failles, ta vulnérabilité. Donc avant tout, un travail intérieur. Ensuite, le deuxième niveau de confiance, c'est ce qu'on appelle la confiance interpersonnelle. Ça va être la confiance que tu as envers ton manager, envers tes collègues, et toutes les relations qu'on va pouvoir tisser dans un groupe, toutes ces relations de confiance. Tu vois bien, c'est vraiment au centre de la relation. Oui. Quand l'ambiance est pas bonne, quand tes collègues, tu t'entends pas avec eux, difficile d'avoir la confiance sur le long terme. Et puis le troisième niveau de confiance, c'est ce qu'on appelle la confiance organisationnelle. Et celle-là, elle dépend des dirigeants. Elle dépend des chefs d'entreprise et de l'équipe de direction. Les processus, l'équité, les règles, le cadre de confiance, la politique de rémunération. Tu vois, tous ces grands sujets qui sont communs à tout le monde et qui permettent d'englober un cadre rassurant, éthique, propice à la vision long terme. Et ça, c'est vraiment du rôle de la direction. Voilà. Donc vraiment trois niveaux dans la confiance. D'accord. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait le cadre de confiance, c'est hyper important. Je fais référence aussi au post que tu as fait ce matin là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'ailleurs sur ce cadre de confiance? Comment on le crée? Ça consiste en quoi ce cadre de confiance? Absolument. Alors déjà, il y a une expression que je déteste. La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, ça c'est vrai qu'on l'entend souvent ça. Ouais, pour moi, c'est faux. La confiance n'exclut pas de poser le cadre de confiance. Tout à fait. Et c'est pas pareil, puisque à l'inverse, quand j'accompagne des entreprises qui me disent oh nous on fait confiance, chez nous il n'y a pas de règles, je te garantis que ça va pas aller très loin. Ouais. Parce qu'en fait, on est tous rassurés par avoir un cadre. Donc ce que j'explique, ça peut être un petit exercice. Vous prenez régulièrement votre équipe et vous définissez une charte, des règles d'équipe. Et ton équipe, Ralph, va pas forcément être la même que la mienne, va pas être la même que celle de Perrine, de Coralie ou que sais-je. Et là, on va simplement travailler tous ensemble sur, dans notre équipe, quelles sont nos règles. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. En fait, tu vois, tout cela va constituer un grand cadre de confiance qui fait que tant que je suis dans le cadre, je deviens autonome, je suis responsable de mes actions. Mais par contre, en tant que manager, dès que quelqu'un sort du cadre, je vais gentiment te mettre une petite pichenette pour te dire Ralph, il y a 15 jours, on avait travaillé le cadre de confiance. Regarde, t'es sorti. Donc maintenant, je te demande d'y re-rentrer. Et quelque part, c'est rassurant pour tout le monde de se dire, ce cadre, il donne de la sécurité. Et on a tous besoin d'une sécurité, émotionnelle, matérielle, structurelle, organisationnelle dans nos vies. Et encore plus en entreprise. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ce cadre-là, on a l'impression qu'en fait, c'est descendant, que ça vient du manager vers ses équipes. Mais en fait, les équipes ont également besoin d'un cadre pour justement assurer ce bon relationnel et savoir quelles sont les attentes des uns des autres, comment est-ce qu'on veut fonctionner ensemble et de cette charte de bon fonctionnement, en fait, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais le mot cadre, pour moi, c'est pas un gros mot. Mais là, tu pointes la chose essentielle, c'est qu'il est partagé et il est co-construit. C'est sûr que si toi, en tant que manager, tu me donnes le cadre à moi et que je suis pas d'accord, c'est là où on va avoir un peu du désengagement. Mais si on l'a construit ensemble, il n'y a plus de problème de motivation. Tout à fait, on le remarque aussi souvent quand il y a des conflits ou même lors des accompagnements, lorsque tu dois faire du coaching. En fait, de poser le cadre avec son coaché, c'est hyper important. Et souvent, on a l'impression de passer au-dessus de, les choses vont se faire naturellement, etc. En fait, on est obligé, ce qui est des règles, en fait. Donc, je suis tout à fait en phase avec ce que tu es en train de dire, notamment. J'aime beaucoup cette notion de cadre de confiance. Tout est lié. Tout est lié, tout à fait. Écoute Marco, on va enchaîner avec la prochaine question. Là, ce que j'aimerais, c'est prendre plutôt l'exemple, on va dire, d'une entreprise qui traverse un temps de crise.
Comment on va pouvoir maintenir ce niveau de confiance en temps de crise quand il y a des décisions difficiles qui sont à prendre? On sait que la vie d'une entreprise, elle est cyclique, il peut y avoir une conjoncture économique, un perte d'un gros client, un litige, etc. Déjà, est-ce que c'est possible de maintenir un niveau de confiance en temps de crise? Si oui, qu'est-ce qui est indispensable à faire ou à mettre en place? Parce que dans un climat économique instable, les employés peuvent craindre pour leur sécurité de l'emploi, par exemple. Comment construire et maintenir la confiance lorsque les managers ne peuvent peut-être pas garantir la stabilité à long terme? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir une confiance, on va dire, superficielle, basée sur des promesses incertaines? Ah, c'est vraiment une excellente question. C'est vraiment un point clé. Alors déjà, j'ai envie de te dire que la confiance, elle se construit avant le temps de crise. Mais je crois vraiment que dans les moments difficiles, il y a besoin d'avoir un discours de vérité. Et si tu as éduqué tes équipes en étant transparent et en ayant cette culture de je vous cache pas les choses, c'est probablement plus facile. Et aujourd'hui, je pense que les salariés sont pas des enfants. Et tout le monde est conscient que dans le monde dans lequel on vit, enfin, tu vois bien, une pandémie, une guerre, et tout peut être remis en cause. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les moments difficiles, la confiance peut être altérée. Il peut y avoir des vraies déceptions. Et là, malgré tout, il faut pas oublier que les chefs d'entreprise et les dirigeants sont aussi là pour prendre des décisions. Donc malheureusement, les départs, les aléas économiques font aussi partie de la vie d'une entreprise. Mais finalement, moi, ce que j'ai pu voir comme bonne pratique, c'est qu'en tant que personne, même si je dois, je sais pas, te licencier pour des raisons économiques, je vais me battre pour mobiliser mon réseau, pour te faire rebondir ailleurs, pour te permettre d'avoir des conditions de départ qui sont les plus propres possibles. Et je vais surtout pas, tu vois, te la faire à l'envers ou te détruire, mais je vais avoir un discours de vérité. Ralph, malheureusement, l'entreprise va très mal, mais comptez sur moi pour mettre en place toutes les mesures possibles pour qu'on le fasse le plus proprement possible. Si l'entreprise redécolle dans quelques mois, je serai ravi de te reprendre. Tu vois, là, on est aussi dans la vraie vie. Je pense que les gens sont capables de comprendre ces choses-là. Et encore une fois, je pense que c'est très lié avec la culture d'entreprise, les valeurs des dirigeants, le sens qu'on a donné à son entreprise. Et quelque part, dans les difficultés économiques, ne doivent pas faire oublier un peu la vision humaine, humaniste des dirigeants. Et c'est vraiment pour moi la clé pour dépasser ces moments un petit peu critiques. Ouais, tout à fait. Et justement, tu as parlé là à l'instant que la confiance, elle va se construire bien évidemment avant ou avec le temps, elle va se construire. Elle commence quand en fait la construction de cette confiance? Est-ce que c'est vraiment à l'onboarding, au pré-boarding, ça commence dès le premier instant ou quel est ton avis sur le sujet? Alors pour moi, au niveau RH, il y a 5 moments clés. La confiance, clairement, elle va commencer au moment où tu m'envoies ton CV ou ta candidature. Ok. Voilà, donc, côté candidat, après, il y a tout le parcours de recrutement, première étape. Ensuite, il y a le moment de l'intégration pure et dure, deuxième étape. Ensuite, après quelques mois, quelques années, il y a comment je vais t'accompagner dans ta carrière. Est-ce que j'ai une politique formation dynamique? Est-ce que j'ai une politique d'évolution qui permet d'évoluer? Le quatrième temps, ça va être les moments de mobilité interne. Est-ce que je t'accompagne dans des postes un peu différents, dans des projets différents? Et enfin, le dernier temps, c'est au moment où tu vas partir. Donc, l'offboarding. Et encore une fois, c'est plus parce que tu n'es plus dans l'entreprise que la relation de confiance ne va pas continuer à jouer, puisque tu vas devenir un de mes anciens salariés ambassadeur. Tu vas promouvoir pour moi ma réputation en disant j'ai bossé chez Marco, je suis parti en bon terme, franchement c'était quand même top. Allez-y. C'est super ce que tu es en train de dire parce qu'en fait ça remet en question beaucoup en fait de perceptions qu'on peut avoir parfois en disant en fait comme tout à l'heure tu parlais de la crise, mais en fait la crise on peut aussi accompagner les collaborateurs de qui on se sépare. Là aussi tu as parlé aussi des différents niveaux de confiance et quand ça commence et où, même au moment du départ lorsqu'on se sépare, ce qui peut arriver, un projet, je sais pas, le collaborateur a un autre projet ou pour X ou Y raison, les choses peuvent se faire aussi dire entre guillemets dans la joie, la bonne humeur, sans forcément que ça parte au clash quoi. Ouais, ou tout du moins le plus proprement possible. Ouais. Et tu vois, là, moi, je prends aussi ma casquette de dirigeant. Quand tu fais la confiance organisationnelle, ton rôle, c'est que ton entreprise perdure. Et si tu as 100 personnes, des fois, te séparer de 5 personnes pour protéger les 95 autres, c'est hyper difficile. C'est des moments vraiment toujours un peu impactants. Et tu vois, c'est aussi un acte de confiance, des fois, de faire ces missions hyper difficiles. Ouais. C'est la vraie vie. Ouais, tout à fait. Là, justement, tout à l'heure, on parlait un peu des craintes des salariés en temps de crise. Je vais essayer un petit peu aussi de reparler un peu des équipes, me focaliser là-dessus. Tu sais, parfois au sein de certaines entreprises, il peut y avoir parfois de la compétition un peu entre les équipes ou parfois des politiques internes qui font que les informations cruciales ou les grandes orientations stratégiques, elles sont réservées plutôt à un cercle restreint de décideurs. Bon, tout ceci peut parfois engendrer un climat de méfiance ou de défiance. Comment on peut y remédier à ces dynamiques internes qui semblent quelque part saper la confiance? Et quelles mesures concrètes tu pourrais suggérer justement pour promouvoir une culture plus collaborative? Alors là, tu m'envoies sur une des autres thématiques indispensables de la confiance, qui est la cohésion d'équipe.
Et pour ça, il y a un modèle que j'adore et je renvoie tes auditeurs vers un livre de Will Schutz. Le livre s'appelle Comprendre le lien entre estime de soi, confiance et performance. Et il a développé un modèle en 3 phases, qui s'appelle le modèle ICO, pour inclusion, contrôle, ouverture. En gros, la première étape de la cohésion d'équipe pour que les équipes collaborent mieux ensemble, c'est d'apprendre à mieux se connaître. En gros, quand les équipes ne se parlent pas, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Trouver des points communs, apprendre à passer du temps de qualité ensemble. Et finalement, Ralph qui est au marketing, moi je suis à la com, mais Ralph il est hyper sympa en fait. Bon, allez, on va peut-être dépasser un peu les guéguerres. J'aime bien Ralph, alors je vais lui passer de l'info. Comme ça, on va commencer déjà à mieux collaborer. Comme on s'entend bien et qu'on a appris à bien se connaître, ça va faciliter les relations. Mais c'est insuffisant, c'est la première étape. Ensuite, l'étape centrale qui est cruciale, ça va être de connaître nos rôles, nos complémentarités, nos zones d'influence et nos zones de pouvoir. Et là, on revient encore un petit peu au cadre. Ralph, en quoi es-tu compétent? En quoi brilles-tu? Par contre, toi, est-ce que tu sais ce que moi je fais? Quel est ton rôle au marketing? Moi, quel est mon rôle à la communication? Qui fait quoi? Et tu vois, plus on va se connaître et plus on va respecter nos zones de décision, d'autonomie, d'influence, plus on va pouvoir chacun avoir, tu sais, notre petit précaré qui fait qu'on va davantage avoir tendance à aller bosser avec les autres, sachant qu'on sera reconnu dans notre travail. Et enfin, la troisième et dernière étape, quand on a réussi à faire tout ça, ça va être l'ouverture, à savoir se dire les choses de manière transparente, avec un langage de vérité, et pouvoir s'ouvrir. Et à ce moment-là, c'est là où je vais pouvoir me dévoiler davantage qui je suis, et pouvoir oser te dire les choses, ou peut-être te parler un petit peu plus de moi de manière plus approfondie. Quand on a fait le focus sur ces 3 étapes, l'équipe elle devient indestructible, inarrêtable. Super, merci pour tout ce détail que tu nous fournis. Et en plus, c'est intéressant parce que ça va en fait amorcer la question suivante, justement parce que tu parlais de créer de la cohésion, de la communication, se connaître et se reconnaître, comment transformer un peu ces sommes d'individus plutôt en un groupe et en une équipe solidaire. Justement, si on veut transposer cette question de confiance sur les enjeux actuels des entreprises, alors quand je parle d'enjeux, je peux citer, on va dire, le télétravail, le travail à distance, le full remote, ou aussi parler de la technologie, sans forcément parler d'intelligence émotionnelle, mais ça peut être aussi les réunions virtuelles, etc. Donc, on sait très bien que les méthodes de travail subissent des changements importants, ça c'est sûr, qu'il y a des transformations sociales, une évolution des besoins, des attentes des salariés, donc beaucoup de choses. Alors, de facto, le leadership, qui est un peu le pilier de toute organisation, ne peut pas y échapper à ces transformations. Est-ce que selon toi, Marco, diriger des équipes par des moyens virtuels est identique ou aussi évident qu'en présentiel par rapport à la manière justement dont on va créer ce lien de confiance, à se connecter, à se comprendre? Comment on va humaniser davantage les interactions? Je ne sais pas si c'est le terme. Est-ce que l'empathie numérique, c'est possible? Je ne sais pas. Quelle est ta vision? Comment cultiver un environnement où la collaboration virtuelle elle est aussi fluide que celle en personne? Voilà, c'est ma question. Alors, je vais répondre en 3 minutes. D'habitude, je prends 3 jours en formation pour tous ces sujets-là parce qu'on est vraiment au cœur des enjeux. Il y a 2 choses. Dans un premier temps, la culture virtuelle et le télétravail, c'est indissociable de l'autonomie. Quand on travaille chez soi, c'est pour être autonome. Néanmoins, le télétravail, je pense, va amplifier les dysfonctionnements qui étaient déjà présents en présentiel. Okay. Et c'est assez paradoxal ce que je vais te dire. Le télétravail va avoir pour but de favoriser l'autonomie et un peu la liberté de travail. Et en même temps, quand on est manager, c'est quelque chose qui est un peu plus formel dans le management. Par exemple, ça veut dire qu'il y a des routines à adopter. Dire bonjour tous les matins dans le groupe Slack, faire des réunions visio régulières, avoir un temps dans son agenda qui est libre pour répondre aux urgences de ses collaborateurs, faire des points réguliers, avoir des visios qui ne dépassent pas 30 minutes. Je sais, ça paraît exceptionnel, 30 minutes sur les visios. Voilà, malgré tout, on va avoir les mêmes ressorts à distance qu'en présentiel, mais avec des moyens de le faire qui sont différents et qui demandent une organisation qui est peut-être plus précise, de manière à conduire à des routines qui rassurent tout le monde et où chacun sait qui fait quoi, à quel moment et qui est dispo à quel moment de la journée. D'accord. Donc ça nous ramène toujours à ce fameux cadre, charte de fonctionnement et cadre de fonctionnement aussi, qui peut être un petit peu plus différent, si j'ai bien compris, de ce qu'on fait habituellement en présentiel. Oui, et puis renforcer l'autonomie dans le cadre. C'est-à-dire que, en quelques mots, on va pas tous avoir le même niveau d'autonomie sur chaque dossier, sur chaque mission, sur chaque sujet. Et c'est là où, en tant que manager, la finesse d'analyse, elle doit avoir tout son sens. Puisque si moi, je suis pas compétent sur une mission, tu vas peut-être davantage prendre du temps avec moi pour m'accompagner. Et tu vois, que ce soit en distanciel ou en présentiel, c'est le même ressort. Sauf qu'en distanciel, on va utiliser la visio sur des temps peut-être plus courts que ce qu'on le ferait en présentiel. Et voilà, les leviers sont les mêmes malgré tout.
Ouais, je te pose cette question, Marco, parce qu'en fait, c'est vrai que ces derniers temps, bon, on sait qu'avec la crise du Covid, le télétravail, voilà, c'est pas mal développé. De toute façon, les entreprises n'avaient pas le choix, et comme quoi, bah, parfois, quand on est un peu forcé, bah, finalement, on trouve des issues. Là, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un rétropédalage quelque part de beaucoup d'entreprises. Alors, on peut expliquer que, bon, la vie sociale manque, ceci, cela, etc. Mais on sent qu'il y a quand même un sous-jacent de, je sais pas si mes équipes travaillent ou travaillent pas. Donc, on revient sur cet aspect de confiance, quelque part, qui est un peu le problème sous-jacent. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment résoudre le problème, c'est de ramener les gens sur site? Est-ce que ça va vraiment, réellement résoudre? Comment tu vois les choses, en tout cas, et leur évolution? Ah, mais c'est clairement une question de confiance. Alors moi, je me marre, hein. Est-ce que tu crois que faire revenir tes équipes sur site va améliorer la productivité? Si les gens ils veulent scroller leurs réseaux sociaux, leur téléphone, t'inquiète pas qu'ils vont trouver les moyens de le faire. Ouais. Est-ce que c'est positif de faire du présentéisme à outrance pour que les gens se montrent en disant « Ouh, t'as vu, je suis resté jusqu'à 19h, je suis un bon salarié ». En fait, la question du télétravail, la vraie question derrière, c'est la qualité du management. Moi, je suis désolé, mais le télétravail est un révélateur des dysfonctionnements qu'il y a déjà en présentiel. Sauf qu'il les rend visibles de manière exponentielle. Mais c'est pas parce que tu fais revenir les gens chez toi que ça va augmenter. Pour moi, c'est un pseudo-contrôle de vouloir récupérer le contrôle. Donc là, moi, c'est les entreprises qui font là. Je m'interroge effectivement énormément sur le niveau de confiance qu'il y a en interne. Et j'ai des stats. Moi, je donne des cours aussi auprès de mes étudiants en master RH. Et je suis à peu près dans les bonnes stats. Il y en a à peu près 1 sur 3 qui me disent que si on enlevait le télétravail ou si une boîte ne propose pas de télétravail, ils ne postuleraient pas. Donc voilà, on voit bien malgré tout que c'est en train de devenir un usage. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord sur ta vision, Marco, là-dessus. Là, justement, on a parlé de comment le leader va devoir en fait s'adapter, qu'il y a beaucoup de changements. Donc, ma dernière question pour ce podcast, Marco, c'est pour être un dirigeant, un manager efficace en 2024 ou en 2025 aussi. Que faudra-t-il pour toi désapprendre, apprendre ou peut-être réapprendre pour justement porter les équipes vers une croissance collective? On va dire que ça va un peu résumer tout ce qu'on a échangé depuis tout à l'heure. Tout à fait. Alors, ça va plutôt être des grandes questions un peu ouvertes, des grandes thématiques qui resteront à explorer. La première qui fait parfaitement le lien avec ce qu'on vient de se dire, ça va être de décorréler la performance et le temps de travail. Je crois qu'on a vraiment un sujet en France, tu vois, à l'inverse des pays nordiques, qui sont beaucoup plus au résultat. Nous, en France, on considère encore que temps de travail égale performance. Donc là encore, cette notion d'autonomie doit s'imposer en disant que finalement, c'est pas tant le temps que tu passes à travailler qui est essentiel, mais c'est la qualité de ton travail qui prime. Deuxièmement, ça va être de réinterroger ce que j'appelle, moi, le contrat social dans l'entreprise. On voit bien qu'aujourd'hui, les possibilités de progression et d'ascenseur social sont peut-être moindres par rapport à ce qu'il y avait il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans. Voilà, finalement, quel est le contrat social dans chacune des entreprises? Qu'est-ce que je promets à mes collaborateurs et qu'est-ce que je leur donne en retour? Là, finalement, cette transaction gagnant-gagnant. Comment je vais inspirer confiance? Comment je vais gagner la confiance? Et vice-versa. Et enfin, le troisième point qui est presque métaphorique, je crois qu'on va vraiment avoir besoin de s'interroger sur la place du travail dans nos vies. Et on voit bien que mes parents, moi, mes grands-parents, le travail était la sphère centrale dans leur vie. Aujourd'hui, clairement, c'est plus le cas. Le travail est important, même pour les jeunes, mais c'est une sphère parmi d'autres dans la vie. Et là encore, avec l'arrivée de l'IA, des nouvelles technologies, que sais-je, voilà, comment on veut travailler, quelle place on considère qu'a le travail dans nos vies, et quand on va au travail, comment on y va. Et là encore, je suis convaincu que tu vois, cette notion de plaisir, de confiance, d'autonomie, de responsabilisation, de moments sympas, de responsabilité, de développement de compétences et de rôle, on est au cœur des sujets majeurs. Et je suis convaincu que tes auditeurs et les gens qui écouteront ça, finalement, aiment travailler. Mais la question, c'est pas tant de travailler, mais c'est d'y donner un sens. Voilà, donner un sens. Et je crois que c'est vraiment ce qui est le plus résumé avec cette notion de confiance. Marco, un immense merci à toi pour cet échange riche et pour avoir partagé ton expertise et ton temps précieux avec nous. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent te suivre sur les réseaux, comment ils peuvent te retrouver? Alors, principalement sur LinkedIn, Marco Dalla Palma, et je relance une mini chaîne YouTube avec quelques petites vidéos, Marco Dalla Palma également. D'accord, du coup on mettra les liens aussi dans le podcast pour que tout le monde puisse y avoir accès facilement et rapidement. En tout cas, merci à toi Marco, c'était un échange très riche, ça m'a fait très plaisir de pouvoir t'interviewer dans ce podcast. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne bientôt rendez-vous dans un nouvel épisode dans Mot de Psy. Merci Marco. Merci beaucoup Ralph et à bientôt. À bientôt.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.